Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et bienvenue du coup pour ce nouveau topo, ce nouveau sujet que nous vous proposons. Ce soir, une question donc, comment facturer une prestation? Bien évidemment, ce sujet, comme tous les autres, se retrouvera en replay sur le site de Topo, donc topo-art.org. Avant de commencer la présentation, un petit point sur les prochaines échanges que nous vous proposons. Donc le jeudi 23 mai, Pierre Benoît Roux donc, vous proposera la seconde partie de qu'est-ce qui fait la valeur d'une œuvre. Une recherche en 3 volumes qu'il a commencé au début du mois de mai. Il poursuivra par un nouveau format que nous vous présentons, donc une fiche de lecture, donc du De Pictura d'Alberti, les petits formats d'une vingtaine, trentaine de minutes sur les fiches de lecture, l'objectif étant de vous proposer une analyse d'un certain nombre d'ouvrages qui ont fait l'histoire de l'art, la sociologie de l'art des artistes. Il poursuivra également par une nouvelle formule, donc d'un focus sur les différents marchés. Donc ça sera les 20-30 minutes, l'occasion de pouvoir aborder la question de nouveaux marchés à l'international. Le 4 juin, ça sera la présentation du marché américain, mais il y aura également d'autres sujets sur des marchés en Asie ou d'autres pays en Europe. Et enfin, en juin, donc, une proposition que je vous ferai sur comment trouver ces clients. Pour ce soir, donc, comment facturer une prestation? Je vous propose de répondre à cette question en faisant ensemble un petit chemin qui va aller de la tarification de certaines prestations à la proposition à vos différents clients, que ce soit des acteurs privés, des acteurs publics, par la rédaction d'un devis. Une fois que la prestation, la vente pourra être réalisée, l'émission de factures, donc dans quel cas les factures doivent être obligatoires, quel est le cadre légal de l'émission de ces documents-là, quelles sont les différentes annotations qui doivent être présentes sur ces documents. Nous aborderons également la question des frais, surtout pour les artistes qui sont en micro-BNC, ou la question des remboursements de frais pour certaines prestations sont un sujet. Et nous parlerons également de rétrocession d'honoraires lorsque plusieurs artistes travaillent ensemble sur un même projet. Donc, pour commencer, la question est une réponse sur les différentes activités que vous pouvez exercer en tant qu'artiste. Un simple rappel, ou peut-être pas d'ailleurs, mais il est important de savoir, en tant qu'artiste, quelles sont les activités que vous pouvez exercer avec vos statuts d'artiste-auteur. Ces activités sont réparties en 2 grandes catégories. La première, les activités principales qui sont directement liées à votre qualité d'artiste, à votre qualité de créateur ou créatrice. Donc, ces activités sont les suivantes: la vente ou la location d'œuvres d'art. Également, toutes les recettes qui seraient issues de crowdfunding ou financement participatif lorsqu'ils sont créés en contrepartie de la création d'une œuvre. Également, la vente d'œuvres originales, de reproduction, la vente d'exemplaires d'œuvres originales. Si elles sont réalisées à compte d'auteur, donc si vous en êtes à la fois le producteur, la productrice et l'éditrice, ou alors à demi-compte d'auteur lorsque vous passez un contrat avec une maison d'édition qui pourrait se charger uniquement de la partie de la production de cette œuvre et de cet exemplaire. Également, toute la cession et l'exercice de vos droits d'auteur, puis toutes les différentes bourses de recherche, de création ou de reproduction.
une liste qui continue pour ces activités principales, puisque vous avez également le droit de facturer la réalisation de résidences. Lorsque vous participez à une résidence, que ce soit une résidence pour la conception d'une œuvre ou tout simplement pour une résidence de recherche, vous pouvez facturer le montant de cette prestation. Également ce qu'on appelle lecture publique sous œuvre, sous forme de conférence par exemple, où vous pourriez présenter une de vos œuvres, votre œuvre en général, un processus de création. Également lorsque vous recevez un prix ou une récompense, lorsque vous participez à un travail de sélection, c'est-à-dire lorsque vous êtes présent dans un jury, et enfin la conception et l'animation d'une collection éditoriale originale. Ça, ce sont les activités principales qui ne sont en aucun cas limitées et que vous pouvez facturer librement. Je vais un petit peu vite sur ce point, mais je vous laisserai revenir parce que l'ensemble de ces dénominations seront à garder et à utiliser par la suite, que cela soit dans des devis ou factures. Donc, je vous les présente un petit peu comme ça, mais nous y reviendrons et je vous conseille de garder ces dénominations, ces phrases types en tête. Également, vous avez, en tant qu'artiste, la possibilité depuis... Alors, vous aviez avant 2019 aussi des activités accessoires, elles étaient encadrées différemment. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de facturer un certain nombre d'activités dites accessoires. Ce sont des activités qui ne sont pas directement liées à votre activité créatrice, mais qui en découlent. Ces activités-là vont être des cours, que ces cours soient au sein de votre atelier, ou bien des cours qui soient à l'extérieur de votre atelier, qui soient des cours de transmission. Vous avez également la possibilité de participer à des rencontres publiques sur des sujets qui ne seraient pas directement liés à votre création, mais à votre champ d'activité. Et vous pouvez également facturer un autre artiste lorsque vous l'aidez à concevoir son œuvre, à la mettre en valeur ou à l'exposer ou également à la communiquer. Attention, sur cette troisième activité, la participation à la conception de l'œuvre d'un autre artiste n'est pas une co-création. C'est vraiment un artiste qui vous demanderait un soutien technique, par exemple, pour la réalisation de son œuvre. Ces trois activités-là sont, quant à elles, limitées en termes de chiffre d'affaires. Elles sont limitées à 1200 fois le SMIC horaire brut par an. Ce qui fait qu'en 2024, vous ne pouvez, pour ces trois activités-là, ne facturer qu'un maximum de 13 980 €. La dernière activité accessoire, qui est la possibilité que vous avez à représenter l'ensemble des artistes-auteurs dans des instances de gouvernance. Cette dernière activité n'étant pas limitée. Une fois que nous avons un petit peu l'ensemble des activités que vous pouvez réaliser, je vous le dis encore, gardez-les un petit peu en tête, je vous propose d'aborder la question des tarifs. Ici, je n'aborderai pas la question du tarif de la vente d'une œuvre ou de la réalisation, par exemple, d'une fresque, car c'est un sujet que nous pouvons traiter plus individuellement et qui serait compliqué à vous présenter en quelques minutes. Par contre, pour le reste des activités, vous avez un certain nombre d'outils qui vont vous permettre, que ça soit lorsque vous réalisez, par exemple, un budget pour un appel à projet, pour un appel à candidature, ou lorsque vous négociez avec un client certaines prestations, que cela soit, par exemple, une entreprise privée, une école pour des activités d'atelier ou autre. De nombreux artistes nous disent régulièrement qu'il est extrêmement compliqué pour eux de savoir réellement comment fixer ces tarifs-là.
La première solution que je vous propose, c'est un référentiel qui est proposé par le réseau ASRE, donc un contrat de filière en Nouvelle-Aquitaine qui réunit un grand nombre d'acteurs de l'art contemporain en Nouvelle-Aquitaine, que ce soit des galeries, des associations, quelques indépendants. Ensemble, ils ont réfléchi à proposer une calculatrice. Je vous invite à aller voir plus en détail. Je vous propose uniquement deux ouvertures sur les ateliers de pratique artistique. Ils recommandent aux artistes de facturer à minima 69,9 € hors taxe pour 1 heure d'atelier, en sachant que pour les ateliers, ils recommandent toujours que la première heure soit doublée, de manière bien évidemment à pouvoir également rémunérer la préparation. Ce qui est intéressant aussi avec ce calculateur, c'est que pour un projet plus complexe, vous pouvez utiliser les différentes rubriques, intégrer les différentes prestations qui sont en négociation avec un client pour pouvoir fournir à la fin le montant total de vos prestations et pouvoir également les justifier par ce référentiel. Il propose également notamment la tarification de rencontres publiques sous forme de conférences. Pour cette activité-là, il propose une rémunération de 512,60 € hors taxe. Bien évidemment, ces rémunérations sont des propositions. Elles sont issues d'une réflexion d'un ensemble d'acteurs. Ça n'est pas, vous le savez bien, la réalité dans chacune des missions que vous aurez. C'est un support qui va vous aider à proposer un prix lorsque vous avez une intervention, par exemple dans une entreprise. Si vous devez réaliser des ateliers de pratique artistique dans une entreprise, vous pouvez vous servir de ces référentiels pour négocier votre prestation et le tarif de votre prestation. Également, un certain nombre d'acteurs proposent également certains tarifs. C'est le cas du trait, du CAP ou encore de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, qui va, je vous ai uniquement proposé certains exemples, mais vous pouvez aller directement sur leur site et vous verrez que tous les ans sont mis à jour des propositions tarifaires. Je vous mettrai également, une fois que la conférence sera en ligne, une base de données avec un certain nombre de documents PDF, de liens, où vous aurez des recommandations tarifaires, un ensemble de recommandations tarifaires qui vont vous permettre, lorsque vous devez négocier avec un client, lorsque vous devez présenter un budget, au final, avoir des repères qui sont issus d'une réflexion d'un certain nombre d'acteurs et non uniquement, on va dire, de votre imagination. Ces 3 structures vont donc proposer des tarifications pour des performances. Également, et c'est ce qui est intéressant peut-être, pour la pratique d'atelier, ils proposent des tarifs journaliers ou des tarifs à la demi-journée. Je vous conseille, lorsque vous avez cette question de justement faire une proposition tarifaire à un de vos clients, d'aller regarder un certain nombre de sites, un certain nombre d'acteurs, que cela soit des associations, des syndicats, des collectifs, certains sauts d'avis également réfléchissent à ces questions-là, d'aller faire un ensemble peut-être de recherches de manière à pouvoir proposer un tarif qui fait sens et que vous pouvez surtout justifier. Pour toutes les questions, je sais qu'un certain nombre d'entre vous vont travailler en tant qu'illustrateur, en tant que graphiste, que ça soit dans leur activité principale ou en plus d'une création plastique. Quelques référentiels qui existent pour la réalisation de devis. Donc, je prends exemple des illustrateurs qui, sur Paris, ont une tarification journalière moyenne de à peu près 400 €.
Vous pouvez trouver un certain nombre de repères sur internet quant à la tarification de réalisation graphique, d'illustration. Un point également sur les cessions de droits d'auteur. Il peut vous arriver d'avoir cette question qui vous est posée pour un client qui souhaiterait vous passer une commande et qui souhaiterait également, par exemple, un client professionnel, une entreprise qui souhaiterait, par exemple, utiliser votre commande sur des cartes de visite, sur des calendriers ou autres supports de son entreprise. La première chose, c'est déjà bien évidemment avant de pouvoir même gérer cette situation seul, peut-être de prendre contact avec la DHGP. Si vous n'êtes pas adhérent ou adhérente, peut-être de vous renseigner sur la possibilité d'être accompagné par la DHGP quant à justement la gestion de vos droits d'auteur. Sinon, vous pouvez déjà regarder donc cette proposition, ces barèmes tarifaires que propose la DHGP qui sont revus et présentés annuellement. 3 exemples ici. Un client vous proposerait d'utiliser l'une de vos œuvres sur une couverture de son prochain livre qui serait édité entre 1 et 1000 exemplaires. La proposition tarifaire de la DHGP est ici de 323 €. Pour un catalogue d'entreprise, édité cette fois-ci entre 1 et 5 000 €, toujours pour que votre offre soit en couverture, la DHGP recommande une facturation à 462 €. Bien évidemment, ces choses-là restent des propositions. Donc, je vous encourage à aller, on va dire, puiser un petit peu plus loin que ces simples recommandations, peut-être également sur les cessions de droits d'auteur, de vous rapprocher de la DHGP ou éventuellement de vous rapprocher de cabinets d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle si vous avez des clients qui seraient intéressés par l'achat de certaines cessions de droits, que ce soit pour la diffusion ou la reproduction de vos œuvres. Un certain nombre d'artistes également se posent souvent la question des frais de déplacement. Vous avez par exemple une structure associative, entreprise, autre, qui vous ferait venir pour la réalisation d'un atelier, pour la réalisation d'une fresque par exemple, pour la réalisation d'une conférence sur votre travail. En effet, il y a votre prestation qui peut être rémunérée, mais également les différents frais de déplacement. Alors, lorsque vous devez utiliser un train, un taxi ou autre, la tarification est assez simple. Lorsque vous utilisez, par exemple, un véhicule personnel, beaucoup se posent la question du montant de ces frais. L'administration fiscale propose donc un calcul en fonction de la distance et également en fonction du nombre de chevaux fiscaux qui seront des chevaux fiscaux de votre véhicule. Donc, vous pouvez réaliser un calcul que vous répercuterez sur votre facture. Vous pouvez également ajouter tous les frais qui seraient liés au péage d'autoroute ou au stationnement. Que ça soit pour des frais de déplacement, mais également, par exemple, pour des frais de bouche, lorsque vous devriez vous déplacer, ou même des nuitées, lorsque vous devriez vous déplacer sur plusieurs jours. Avant même d'appliquer une tarification, je vous conseille fortement de demander à vos futurs clients quel budget ont-ils? Quelle est l'enveloppe budgétaire qui sera liée à votre déplacement et peut-être à votre hébergement? Ce qui évitera toute problématique lors de la facturation si les frais que vous demandez dépassent l'enveloppe budgétaire prévue. Donc, vous avez ici peut-être la possibilité d'utiliser ces calculs-là lors d'un devis, par exemple. Et après, si
ce calcul ne convient pas à votre client, peut-être de rediscuter à partir de cette base-là. Tous ces tarifs que je vous ai proposés ici, bien évidemment, ce ne sont pas des obligations pour vous, c'est uniquement une proposition que vous allez plus ou moins utiliser. C'est un cadre qui va vous permettre donc de démarrer une discussion avec votre client. Une fois que cette discussion sur le tarif est réglée, vous allez pouvoir donc établir un devis. Un devis est un document qui va contractualiser votre relation avec votre client. Il engage votre client à respecter les différentes conditions, donc qui peuvent être le versement d'acompte, qui peuvent être certains retours et bien évidemment le paiement final de votre facture. Il vous engage à la réalisation de la prestation, de la création de l'œuvre, et également au respect d'un calendrier qui pourrait être fixé. Je vous conseille fortement, lorsque vous travaillez et lorsque vous allez participer à certaines prestations, que cela soit sur de la commande d'œuvre, sur des conférences que vous pourrez donner, de toujours établir un devis. Dans ce devis-là, vous allez avoir donc un certain nombre d'informations qui vont acter et valider votre échange. Bien évidemment, les premières informations assez classiques, on va les voir, elles vont se répéter par la suite sur le devis, sur la facture, pardon. La date à laquelle vous allez émettre le devis, votre identité, donc en tant qu'artiste, donc le nom que vous utilisez pour votre activité, pour votre entreprise individuelle. Si c'est votre identité personnelle, vous pouvez mettre votre identité personnelle. Si votre pseudo a été déclaré lors de la création de votre statut, vous pouvez utiliser votre pseudo. Vous pouvez mettre l'adresse de votre société, le siège social de votre société, de votre entreprise individuelle, et également la mention EI, entrepreneur individuel, entreprise individuelle. Vous mettez également un certain nombre d'informations quant à votre client. Donc, si c'est un particulier, peut-être nom, prénom, adresse personnelle, numéro de téléphone, adresse mail. Si c'est un client professionnel, mettez bien le nom de l'entreprise, donc la raison sociale, le numéro SIRET, l'adresse du siège social. Si besoin, également intégrer le numéro de TVA intracommunautaire. Ensuite, vous allez décrire l'intégralité de votre prestation. C'est donc ici que vous allez aussi reprendre la dénomination des différentes activités que je vous ai présentées tout à l'heure. Dans la nature de la prestation réalisée, ne cherchez pas forcément à inventer une dénomination alors que vous avez une liste qui est extrêmement bien détaillée. Donc, vous pouvez très bien réaliser un devis en partant de ces informations. Ensuite, vous allez détailler votre prestation. Vous allez détailler, par exemple, dans le cas d'une commande, l'œuvre qui sera créée. Peut-être en présentant sous forme de cartel les informations importantes de taille, de médium. Vous allez également ajouter tous les éléments qui vont être en plus de la création de cette œuvre-là. Si votre client, vous avez décidé avec lui, vous avez décidé ensemble que vous allez lui facturer par la suite la livraison, le cadre, le passe-partout. Pour, si vous devez vous déplacer, tous les frais de transport qui seraient liés à votre déplacement. Si vous avez du matériel à acheter, vous pouvez également
donc détailler l'ensemble des frais qui seront les vôtres. Également, prévoyez de notifier, je pense notamment aux illustrateurs, aux graphiques, mais ça peut être le cas également en cas de commande, de notifier à votre client des coûts supplémentaires qui seraient liés à un certain nombre de retours. Ça peut arriver que vous livriez l'œuvre, qu'elle soit plastique ou graphique, et que les clients vous demandent sans cesse un certain nombre de retouches, de retours, qui pour vous, du coup, nécessitent un certain nombre d'heures de travail en plus, qui sur le long terme pourrait être préjudiciable. Donc, ne pas hésiter sur le devis à dire que si en plus de ces différentes prestations, il y aurait des retours, voici le tarif qui serait appliqué. Dans le cas d'une commande, par exemple, n'hésitez pas à intégrer à votre devis le calendrier de réalisation. Donc, sur la commande, un premier rendez-vous peut-être pour échanger avec votre client, de manière à ce qu'il vous présente les œuvres, vos œuvres, les œuvres qu'il apprécie, comment il voit la commande, le budget qu'il aurait. Beaucoup de commandes passent également par la réalisation de premiers croquis que vous pouvez intégrer directement dans votre devis en disant vous allez réaliser à la suite de ce rendez-vous pendant 2, 3 semaines, 1 mois, ces croquis. Puis vous pouvez détailler la réalisation d'un prochain rendez-vous qui lui sera pour fixer l'œuvre pour que vous puissiez passer ensuite à la réalisation. Tout ceci va également vous permettre de votre côté de fixer votre relation avec le client et de vous assurer que vous entrez bien dans le cadre qui avait été fixé, peut-être parfois oralement. Vous allez fixer cela. Prévoyez également une durée de validité pour votre devis. En effet, il serait bien d'éviter un devis que vous émettez, admettons aujourd'hui, en mai 2024, qu'un client revienne dans 12 mois, dans 24 mois, en vous disant qu'il accepte le devis. La durée moyenne, il n'y a pas forcément de durée légale, mais la durée moyenne d'un devis est de 3 mois. Vous pouvez très bien proposer une durée de validité de 30 jours. Également, prévoyez dans votre devis toutes les conditions de paiement. Si vous souhaitez proposer des acomptes, si vous souhaitez dire à votre client, ce qui est souvent, on va dire la règle, c'est que les artistes vont demander 30% d'acompte pour démarrer, par exemple, la réalisation d'une œuvre, vous l'intégrez directement à votre devis. Donc, acompte à la signature du devis de 30% et paiement des 70% restants à la livraison. Intégrer la signature, bien évidemment, l'espace pour que votre client puisse signer et également la mention bon pour accord qui devrait être rajoutée. Si il arrive que votre client puisse être pressé par l'administratif, mais souhaite quand même commencer à travailler avec vous, assurez-vous bien qu'il ait signé le devis avant même de pouvoir commencer. Assurez-vous bien que les acomptes ou l'acompte soient versés avant de commencer à travailler. Bien évidemment, il sera extrêmement important de pouvoir revenir sur certains détails de ce devis si l'accord n'est pas respecté par l'une des deux parties. Désormais, vous avez signé tous les deux votre devis, vous avez réalisé votre prestation, que cela soit la commande d'une œuvre ou bien la réalisation d'une fresque, d'une intervention, d'un atelier de pratique artistique. Vous allez maintenant pouvoir passer à la rédaction de votre facture.
Tout d'abord, ce document-là est un document, on va voir un modèle par la suite après avoir un petit peu regardé toutes les mentions obligatoires. Ce document-là est obligatoire lorsque vous travaillez avec un professionnel, avec une personne morale. Pour les particuliers, la facturation est obligatoire seulement si le client la demande, ou bien pour les ventes à distance et pour les livraisons intracommunautaires exonérées de TVA. Donc, lorsque vous réalisez une vente à un particulier, par exemple sur un marché des créateurs, un salon, une foire, ou dans une exposition que vous organisez directement, vous n'avez pas l'obligation de facturer les clients particuliers. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas, par la suite, l'obligation de déclarer vos revenus. Bien évidemment, même si vous ne facturez pas votre client, vous devez déclarer socialement et fiscalement ces revenus. Les mentions obligatoires, donc, tout comme le devis, vous pouvez intégrer toutes vos informations, donc votre identité, nom d'usage ou pseudonyme. Toujours la mention EI qui est désormais obligatoire sur l'ensemble des documents, que ce soit les documents de facturation, que ce soit les documents de communication sur votre site internet par exemple. Toujours l'adresse du siège social et numéro de sirène, numéro de siret. Vous intégrez également les informations sur votre client. Attention, il arrive parfois qu'il y ait des différences entre l'entité pour laquelle vous travaillez et l'entité qui vous rémunérera. Donc vérifiez bien à demander à la personne que vous avez en contact quelle est l'adresse de facturation. Et donc vous pouvez ici marquer la raison sociale de l'entreprise, de l'association, le nom, si c'est un client particulier, tout simplement le nom de votre client. L'adresse du siège social, le numéro sirène, le numéro de TVA. Parfois, il arrive que dans les discussions, vous oubliez de demander les informations sur l'entreprise. Vous pouvez toujours vous rendre sur un des sites, par exemple société.com, ou en rentrant un certain nombre d'informations, le nom d'une entreprise, le nom de son dirigeant par exemple, vous pourrez avoir les informations obligatoires. Donc, avant de reperdre du temps parfois à repasser un coup de téléphone, à renvoyer un mail qui prendrait quelques jours pour obtenir les réponses, n'hésitez pas à directement vous rendre sur un site comme société.com. Également, vous allez devoir intégrer un certain nombre d'informations concernant la description de votre facture. Bien évidemment, la date à laquelle vous allez facturer et également le numéro de la facture. J'attire votre attention sur le numéro de la facture car un certain nombre d'entrepreneurs individuels commettent des erreurs quant à la numérotation de la facture. Beaucoup vont commencer leur numérotation, par exemple, par l'année, et puis en janvier, commencer par la première facture, en décembre par la dernière, et recommencer l'année suivante avec, par exemple, pour l'année prochaine 2025, et en janvier, la première facture. Normalement, la facturation doit se faire sans aucune rupture dans la numérotation. Donc, le premier numéro de votre facture, de la première facture que vous avez émise ou que vous émettrez en tant qu'artiste sera la numéro 1, la 10e, la numéro 10, etc., etc. Peu importe le changement de mois, de trimestre ou d'année. Donc, faites bien attention à ce que vos numérotations se suivent sans aucune rupture. Également, vous allez pouvoir mettre la nature de la facture, la nature de la prestation. Encore une fois, revenez aux dénominations que je vous ai présentées au début. Donc, les termes précis qui sont pour les activités principales ou accessoires. Ensuite, vous allez décrire cette prestation, cette activité. Donc, si vous vendez une œuvre, vous pouvez tout simplement mettre
le cartel de l'œuvre. Si vous réalisez un certain nombre d'ateliers, vous pouvez mettre le nombre d'ateliers, le nombre de la structure ou de la personne qui va vous rémunérer, la thématique de l'atelier par exemple. Si c'est une conférence, le sujet de la conférence, la durée, etc. La question de la TVA. Si vous êtes assujetti à la TVA, vous devez, en plus des informations qui seront les vôtres, donc votre nom, votre prénom, la mention EI, votre numéro SIRET, votre numéro CIAN, etc., vous devez intégrer votre numéro de TVA intracommunautaire. Vous devez également intégrer tous les montants hors taxes en ajoutant le pourcentage de TVA correspondant, donc le montant de la TVA, puis le total TTC de votre facture. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA et que vous êtes en franchise en base, vous avez une seule obligation, celle de marquer la mention suivante, TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. En franchise en base, vous ne faites apparaître aucun montant hors taxe ou TTC. Seul le montant suffira. Un certain nombre de questions quant au règlement de votre facture. Vous pouvez très bien mettre une date limite qui sera de 30 jours, par exemple à la réception, à l'émission de votre facture. Ou 45 jours fin de mois. Vous pouvez également intégrer ce petit paragraphe qui est en dessous, que vous pouvez retrouver dans beaucoup de conditions générales de vente, qui est donc paiement sous 30 jours, à réception de la facture, à émission de la facture. Tout retard pourra donner lieu à des pénalités de retard exigibles sans rappel, au taux de 10% de la facture totale par mois de retard, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40 €. Vous pouvez intégrer ça. Je vous invite également à regarder et à aller chercher un certain nombre d'informations quant aux conditions générales de vente de votre facture, en fonction, bien évidemment, des prestations que vous réalisez, que ça soit de la vente en ligne ou de la réalisation de fresques en direct, les conditions générales de vente vont énormément changer. Donc, il faudra que vous puissiez adapter tout cela. Mais, à minima, cette mention pour bien présenter à votre client la possibilité de pénalité en cas de retard de paiement. Voici un modèle assez classique que je vous propose. Donc, sur la partie supérieure, la numérotation de votre facture avec les informations concernant votre client, vos informations. Également, donc, une distinction entre la nature de l'activité, la description, les différentes quantités. Cette facture est proposée pour des artistes qui seraient en franchise en base de TVA. Donc, avec la mention TVA non applicable, selon l'article 293b du Code général des impôts. Vous pouvez également intégrer cette mention. Droit de reproduction réservé, la vente des œuvres ne signifie pas la cession de droits de reproduction et de représentation. Cela peut être le cas lorsque vous réalisez une vente d'œuvres à un particulier, par exemple. Il n'y a aucune obligation légale à cette mention, mais je trouve qu'elle peut être intéressante, notamment pour questionner, que ça soit particulier ou entreprise, sur ce qu'ils achètent. Sur le fait que, malgré le fait qu'ils vous aient passé une commande d'œuvre, qu'ils vous aient acheté une œuvre, ou que vous ayez par exemple réalisé une fresque dans leur entreprise, l'œuvre physique, en effet, leur appartient, mais ils n'ont en aucun cas le droit d'utiliser
votre œuvre à des fins commerciales. Ils n'ont aucun droit sur la reproduction de cette œuvre, même si c'est une commande qu'ils vous ont passée. Donc, cette petite mention, c'est uniquement le fait de pouvoir leur présenter, peut-être faire un petit peu de médiation autour du droit d'auteur qui n'est pas forcément très connu de la part des clients. Également, un conseil que je vous propose, qui n'est pas forcément sur cette facture-là, mais vous pouvez rajouter en bas de votre facture directement le RIB du compte sur lequel vous souhaitez être réglé. Ça arrive très souvent que les artistes ou même d'autres entreprises envoient une facture, le RIB était dans un document à côté et ça rajoute des retours. Donc, n'hésitez pas à mettre votre RIB sur votre facture. Également, lorsque vous travaillez avec des entreprises, par exemple, lorsque vous souhaitez donc ne pas être précompté, donc toucher la somme totale brute de votre facture, vous devez automatiquement ajouter à votre facture le certificat de précompte qui vous est fourni par l'URSSAF Limousin et qui vous est toujours envoyé aux alentours du 15 novembre, 15 décembre. Donc voilà, le certificat de précompte pour l'année 2024 vous a été envoyé à peu près au 15 novembre, 15 décembre 2023. Ce document-là, vous avez l'obligation de le fournir à l'ensemble des personnes morales que vous avez en client. Donc que ce soit des associations, que ce soit des entreprises. Sur ces factures, et ça va principalement concerner les artistes qui sont en micro-BNC, il y a la question, en effet, des remboursements de frais. Vous avez engagé des frais pour la réalisation d'une œuvre, vous avez engagé des frais, nous parlions tout à l'heure des frais de déplacement. Malheureusement, en micro-BNC, vous déclarez l'intégralité brute de votre facture, donc la somme totale que vous facturez, et vous êtes imposé socialement, vous payez vos cotisations sociales sur ce montant-là. Donc, une solution qui existe, qui va être le débours. Je vous montre deux exemples avec et sans débours pour que vous compreniez un peu le principe, et je vous présenterai par la suite le déroulé pour que vous puissiez facturer des débours à vos clients. Donc, pour que vous compreniez, un premier exemple avec par exemple une bourse qui vous serait donnée par une entreprise, par exemple, une bourse de 1 000 € pour la réalisation d'une œuvre, par exemple. Ces 1 000 € seraient divisés en deux grosses catégories. 800 € de frais d'achat de matériel, de déplacement, de nuitée si besoin, et 200 € de rémunération pour vous. Si, on va dire, vous agissez normalement, vous allez acheter le matériel, vous achetez votre billet de train, vous réservez votre nuit d'hôtel, à la fin, vous refacturez tout cela à votre client. Donc, vous intégrez à votre facture vos 200 € de prestations, vos quelques 100 ou 150 € de billets de train, etc., pour un total de 1 000 €. Vous êtes dans l'obligation de déclarer les 1 000 € à l'URSSAF puis aux impôts. Lorsque vous déclarez en micro-BNC 1 000 € à l'URSSAF, vous devez régler 123 € de cotisation sociale. Donc, au final, sur cette bourse de 1 000 €, vous n'avez gagné que 77 €. Avec le débours, donc, vous achetez l'ensemble du matériel pour le compte, c'est-à-dire au nom de votre client. Donc, que ça soit la nuit d'hôtel, vous demandez une facture au nom de l'entreprise, par exemple, qui vous rémunérera.
lorsque vous émettez votre facture finale, vous faites deux parties. Une partie qui sera dédiée à votre rémunération de 200 €. Une partie qui sera dédiée au débours. Et donc, vous n'avez à déclarer que votre revenu. Sur cette opération-là, donc, vous déclarez 200 €, vous avez 25 € de cotisation sociale à payer. Il vous reste donc 175 € de revenus. Un écart assez important entre les deux solutions. Maintenant, je vous présente comment le réaliser. La première chose, ça va être de signer avec l'entreprise, pour poursuivre l'exemple, ce que l'on appelle un mandat de débours. Le mandat de débours est un contrat assez simple. Je vous mettrai dans la base de données qui sera accessible en ligne un modèle de mandat de débours. Le mandat de débours consiste à vous autoriser à dépenser un certain montant, dans notre exemple 800 €, pour le compte de l'entreprise. Donc, lorsque vous allez acheter le matériel, par exemple, dans un magasin Beaux-Arts, vous allez demander l'émission d'une facture au nom de l'entreprise, donc avec sa raison sociale, son adresse, son numéro ciré. Lorsque vous réservez une nuit d'hôtel, vous demandez une facture, pareil, au nom de l'entreprise. Donc, vous signez un contrat qui va cadrer les dates, par exemple, du projet, qui va cadrer la typologie de ce que vous pouvez dépenser. Donc, l'entreprise va vous dire, en effet, les 800 €, vous allez pouvoir dépenser dans telle ou telle catégorie. Déplacement, matériel Beaux-Arts et hébergement, nourriture. Ils vont s'engager, donc, eux, à vous rembourser l'intégralité des frais et vous vous engagez à bien effectuer les achats et à respecter le budget. Une fois que vous avez signé ce contrat, vous allez donc réaliser vos achats. Vous établissez, comme je vous le dis, l'ensemble des factures au nom du client. Puis, lorsque viendra votre propre facture, vous allez scinder votre facture, la descriptive de votre facture en deux. Dans une première partie, vous intégrez votre prestation. Donc, dans notre cas, 200 €, avec le descriptif de cette prestation. Dans la seconde partie, qui sera une rubrique débours, vous allez intégrer achat par achat, facture par facture, le descriptif au centime près. Donc, un achat qui aurait été réalisé pour un montant de 200 € dans un magasin Beaux-Arts, vous le répercutez sur votre facture au centime près. Puis à la fin, le total à payer, donc dans notre exemple, est toujours de 1 000 €. Vous fournissez à l'entreprise votre facture ainsi que l'ensemble des factures qui ont été émises à leur nom. Vous pouvez garder toujours des copies. Vous, de votre côté, vous allez donc avoir le contrat, le mandat de débours, votre facture, vous gardez les justificatifs. Et donc, vous ne déclarez que votre rémunération. Ce qui, pour certains projets, j'ai pris un exemple à 1 000 €, pour certains projets de réalisation de fresques qui nécessiteraient un certain nombre d'achats, de location de nacelles ou autres, pourraient s'avérer beaucoup plus intéressants. Pour finir, il arrive souvent qu'un certain nombre d'artistes travaillent ensemble à la réalisation d'une œuvre, à la réalisation d'une fresque, à la réalisation d'un atelier. Pour faciliter
on va dire, l'échange avec le client, il arrive également qu'un seul des artistes facture le client final et encaisse la totalité de la rémunération pour tous les artistes. Il y a alors la possibilité de réaliser ce que l'on appelle une rétrocession d'honoraires. Une petite définition donc, les rétrocessions constituent des rétrocessions de recettes ou d'honoraires, les sommes versées par un membre d'une profession libérale, de sa propre initiative et dans le cadre de la mission qui lui est confiée par son client, soit à un confrère, soit à une autre personne exerçant une profession libérale complémentaire à la sienne. Les deux derniers points sont importants. Vous ne pouvez faire de rétrocession d'honoraires à d'autres acteurs qui ne seraient pas soit directement liés au projet, donc à une profession libérale qui serait complémentaire à la vôtre, soit directement à d'autres artistes. Dans les faits, quelque chose d'extrêmement simple. Prenons un exemple, 4 artistes travaillent sur un même projet pour une rémunération totale à 1 000 €. L'artiste, on va dire, qui aurait peut-être négocié la prestation au début, facturerait et encaisserait la totalité de cet argent. Puis, les 3 autres artistes, si la rémunération est équitable entre eux, factureraient à l'artiste numéro 1 leur prestation de 250 €. Dans la nature de l'activité, dans la nature, il y aurait la rétrocession d'honoraires. Et dans le descriptif de la facture, les différentes informations concernant le projet. À la fin de l'année, plutôt en avril de l'année suivante, lorsque chacun fera sa déclaration, l'artiste numéro 1 déclarera les 250 € dans la première rubrique, dans la partie 2.1 de la déclaration à l'URSSAF Limousin. Les 3 autres déclareront dans la deuxième rubrique 2.2 au titre de rétrocession d'honoraires. Voici donc un petit cheminement que je vous ai proposé qui, n'hésitez pas, s'il nécessite un petit peu plus de précision, peut-être à nous contacter. L'objectif étant bien évidemment de vous présenter cela de manière aussi générale pour que vous puissiez tous et toutes trouver des réponses. Mais n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à directement nous contacter par mail, à prendre rendez-vous avec Pierre-Benoît Roux et moi-même, Pierrick Feytoux, pour répondre à peut-être un certain nombre de précisions sur la tarification de ces prestations-là. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur notre site internet topo-art.org et aller prendre directement rendez-vous avec nous ou regarder les autres conférences. Celle-ci, vous la recevrez en replay dès demain matin, et si vous avez besoin également de la base de données avec tous les liens dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à nous contacter. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne soirée et à très vite. Au revoir.